Bonjour Anne-Sophie, Bonjour Caroline. merci d'avoir accepté cette interview pour Souffle Quantique parce que j'interviewe donc des personnes qui ont fait un grand switch dans leur vie et particulièrement les médecins, les vétérinaires, tous ces docteurs qui ont eu une formation scientifique de base très rationnelle et qui ont eu des prises de conscience telles qu'elles choisissent d'œuvrer maintenant d'une manière très différente. Donc, je serais très heureuse que tu nous partages ton parcours et que je laisse à nos auditeurs découvrir en fait de quel univers tu viens et dans quel univers tu évolues aujourd'hui après ces quelques années de transformation profonde. Merci Caroline de me donner l'opportunité de raconter ce beau voyage intérieur et dans ma vie que j'ai fait. Alors en effet, j'ai beaucoup changé au cours de mon parcours professionnel et à chaque fois ça s'est fait par étapes. Hein. En vivant pleinement chacune des étapes euh, qui étaient toutes différentes et à chaque fois j'essayais de prendre un petit temps de recul, de me dire, bon, voilà, j'en suis là, qu'est-ce que je veux maintenant, vers où je veux aller. Et à chaque fois, ce temps de recul me permettait de pouvoir avancer dans quelque chose de juste pour moi au moment où c'était là. Donc à chaque fois, c'était des petites étapes progressives. Et bien sûr, ma vie personnelle et ma vie professionnelle ont toujours eu des imbrications voilà, c'est en parallèle que tout ça, ça a évolué. Je ne peux pas faire l'un sans l'autre. Oui, Voilà. donc tu peux nous dire ce que tu as fait comme études et comment tu exerçais au départ. Oui, alors, moi, je viens d'une famille de scientifiques très cartésiens. Hein, mon papa était chercheur dans les matériaux, la maman prof de maths, donc vraiment une famille. Mais pas de médecin. Hein, ça, c'était important, je pense aussi pour moi. J'avais pas voilà, je ne baignais pas dans ce milieu-là. J'ai choisi de faire des études de médecine parce que j'avais envie d'apprendre. Et puis, c'était des études longues. Moi, j'avais envie d'apprendre longtemps. Et puis, je voulais un métier qui soit en rapport avec l'humain. L'humain, déjà, dès petite, ça m'intéressait. Donc, j'ai fait mes études à Paris. J'ai appris auprès de grands professeurs. C'était vraiment passionnant de toute cette, ce corps humain, la physiologie du corps humain. J'étais passionnée par l'endocrino, par la réanimation aussi, voilà, tout ce qu'on pouvait faire et toutes ces techniques de pointe. Et je passais des heures au bloc opératoire, de voir les gestes des chirurgiens d'une finesse. Pour moi, c'était de l'art aussi. Et vraiment, j'ai vraiment baigné dans ce milieu avec vraiment beaucoup de plaisir. Voilà, c'était intéressant, ça demandait beaucoup de travail et de rigueur, mais vraiment, je crois que j'aimais vraiment ça. Et puis, après, enfin, à un moment, il fallait bien choisir une spécialité. Bon, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et donc, je me suis laissée guider par ce que je ressentais. Et j'ai fait rapidement un stage en maternité et j'ai vu un accouchement. Et alors là, ça m'a scotché au mur. J'avais pas la télé chez moi, dans ma famille, voilà. Et à l'époque, il n'y avait pas YouTube et tout ce truc. Donc, j'avais jamais vu une naissance, jamais de nulle part. Et j'en voyais une pour la première fois en vrai. Et c'était un siège, je me rappelle, c'était pas fréquent, mais c'était waouh. J'avais aucun doute, c'était ça que je voulais faire. Donc, vraiment malin. Puis ça tombait bien parce que il y avait de la chirurgie aussi, et vraiment j'aimais bien la chirurgie, hein, ce côté manuel et technique, et puis et créatif aussi, hein, parce que quand on ouvre un ventre, on ne sait pas sur quoi on va tomber, et il faut faire avec ce qui est dans l'instant, et vraiment, et travailler avec ses mains, c'était déjà quelque chose d'important pour moi, je crois. En plus, en gynéco-obstétrique, on prenait soin de la sexualité, de l'intimité de la femme. C'était pas que des trucs techniques où on gérait des hormones ou des choses comme ça. Il y avait aussi ce côté humain, psychologique des couples et de la sexualité qui m'intéressait beaucoup. Il y avait aussi le fait que il y a un dogme, hein, la grossesse n'est pas une maladie à la base, donc ça me plaisait bien aussi parce que j'étais médecin, mais je m'occupais aussi de quelque chose qui était naturel et qui pouvait rester le plus naturel possible. Je pense que c'était très important pour moi.
il y a un petit truc qui m'embêtait, c'est que j'avais plus soigné les hommes, c'était que les femmes. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, parce que pendant la naissance, il y aura les maris qui sont là, et voilà, je les soignerai pas, mais ils seront quand même présents. Et c'est vrai que dans ma pratique, souvent, je donnais cette place, enfin, je m'attachais à donner cette place au masculin au cours de la naissance. Donc, je m'en occupais aussi, mais pas pour les soigner, mais je m'en occupais aussi. Voilà. Donc, j'ai choisi de faire cette spécialité. Je suis partie à Grenoble. Je ne pouvais pas rester à Paris. Il fallait que j'ai de l'air, que je respire, que j'avais besoin de mes montagnes. Donc, je suis allée à Grenoble. Pendant l'internat, c'était quand même une période difficile où il y avait beaucoup de travail, où parfois il y a des confrères qui ne sont pas très, très bienveillants envers nous, les jeunes internes, ou vraiment. Voilà, c'est difficile, hein, faut dire ce qui est, c'est difficile, mais voilà, je faisais mon petit bonhomme de chemin et vraiment d'accompagner ces femmes, c'était pour moi magique, je dirais pas le mot, mais elles m'ont appris beaucoup, les patientes, elles m'ont vraiment appris beaucoup. Puis j'avais les montagnes, après les gardes, même si je n'avais pas dormi, j'allais me promener en montagne et voilà, j'avais ma source. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu arrêtes ce métier passionnant? Alors, il y avait quelques paradoxes en médecine qui m'interpellaient. Des questions sans réponse où je me disais quand même, il y a un truc. Alors, le premier gros paradoxe, c'était on ne m'avait jamais expliqué où l'embryon, il chopait les plans pour se construire. Ça, c'était, il se construit, mais ils sont où les plans? Bon, question sans réponse. Je me dis. Et aussi, les malformations du fœtus, c'était des trucs aléatoires. Moi, ça me... truc aléatoire, il y avait bien quelque chose, quoi. Je ne savais pas. Après, des paradoxes aussi, le fait que sur la Lune, les médicaments n'ont pas la même efficacité. Ah bon? Mais pourquoi? Il n'y a pas de raison que des choses aussi que je pouvais lire sur le VIH avec des couples qui étaient sérodifférents et il y en avait un qui n'avait jamais cette maladie, puis l'autre oui, alors qu'il ne se protégeait pas. Il y avait des... Pourquoi? Puis Luc Montagnier qui revenait sur ses déclarations et puis des articles de médecine où on pouvait... on essayait d'avoir le moins de biais possible, mais il y avait toujours des biais et on faisait dire un peu ce qu'on voulait aux statistiques quand même. Après, il y a eu ce rapport avec les laboratoires qui m'ont payé, je les remercie, hein, des voyages que même moi, je ne me payais pas. C'était pour aller écouter des Indiens parler anglais, de trucs enfin, c'était juste drôle, quoi. Pour moi, c'était des grandes colonies de vacances de médecins, c'était génial, hein. Ça nous permet de décompresser, mais ils étaient trop gentils par rapport à... Bon. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi qui me choquait un petit peu? J'ai pris des notes, hein, cette fois-ci. Oui, voilà. Oui, puis il y avait aussi au cours de mon exercice, parce qu'après, je suis allée faire mon assistanat à La Réunion, où j'ai côtoyé d'autres cultures. Et ça, c'était très important aussi pour moi de voir que la naissance et puis la grossesse, l'enfantement, tout ce parcours pour être mère pouvait être totalement différent d'une culture à l'autre. Hein, parce que là-bas, il y a des cultures africaines, des cultures asiatiques. Et ça, par rapport à voilà, juste la culture occidentale française, ça m'ouvrait aussi un champ de voir que on n'accouchait pas pareil, quoi. Il y avait d'autres choses qui se passaient. Donc ça, c'était une ouverture qui était très intéressante. Et au cours de mon exercice, là, j'ai observé, j'étais témoin d'événements qu'on pouvait que qualifier de miraculeux en médecine. Hein. Il y avait des cicatrisations ou des guérisons qui, on était tous là au staff le matin en se disant pourquoi et on ne savait pas. Donc, tout ça mettait des petites questions en suspens qui faisaient que j'avais pas de réponse et ça me gênait pas dans ma pratique, mais c'était des choses que j'observais au cours de ma pratique. Voilà. Puis après la Réunion, je suis revenue dans mes montagnes et je suis allée travailler dans une petite maternité familiale où on pouvait
prendre en charge l'accouchement de façon plus physiologique. Hein, c'était assez à la mode, ça redevenait à la mode. Là, c'était très bien pour moi. Et c'est là aussi où j'ai plus donné de place aux médecines complémentaires. C'est des sages-femmes qui me guidaient un petit peu vers quel praticien guider ces femmes. Parce que pendant la grossesse et l'accouchement et la grossesse et l'allaitement, on ne peut pas donner n'importe quoi comme médicament. Donc, il y a plein de petits mots qu'il est possible de soigner par soit l'acupuncture, soit l'ostéopathie, soit la biokinergie, avec des méthodes qu'on dit naturelles ou complémentaires. Et j'observais qu'elles étaient vraiment très efficaces pour ces femmes, alors que moi, en médecine conventionnelle, je disais, oui, c'est pas grave, mais… Donc là tu as eu l'humilité de t'ouvrir, en fait, à ce que te proposaient les sages-femmes, les infirmières, qui, elles, étaient bien en contact avec ces pratiques qui fonctionnent, en fait. C'est elles qui t'ont éveillé. Hein. Oui. C'est des choses même c'est un contact que j'ai eu, je me rappelle en première année de médecine, là, ou l'année de concours où on travaille énormément et où il y a beaucoup de stress, j'étais partie surfer, puis je m'étais fait très mal à l'épaule droite, justement, et j'avais une douleur qui était là, et dans un mois, il y avait les examens, et pour moi, je ne voulais pas prendre d'anti-inflammatoire parce que j'étais déjà assez stressée, je savais que j'allais avoir une acidité gastrique et il fallait que cette main, elle marche pour écrire tout ce que je savais. Et c'est mon beau-frère qui m'a dit « Oh, ben, t'as qu'à aller voir un ostéo, là, il est très, très bien. » Moi, je ne savais même pas ce que c'était l'ostéopathie. Et j'y suis allée, une séance. Il m'a expliqué que c'était à cause de mon rein qui descendait. Enfin, je me rappelle lui avoir dit mais pourquoi on n'apprend pas en médecine que le rein, il est lié à l'épaule ?» Et là, je me souviens bien qu'il avait rigolé en me disant « Ah, ben, vous verrez plus tard. » Et peu importe. J'avais plus jamais eu mal à mon épaule, j'ai passé mes examens et donc voilà, c'est une ouverture que je savais pas comment ça marchait. Hein. Pareil, c'était un paradoxe. J'utilisais ces médecines complémentaires pour moi, pour mes patients, en testant à chaque fois. J'allais pas envoyer chez un praticien que j'avais jamais rencontré, donc j'allais moi tester, je payais ma séance, je voyais ce que ça donnait, comme ça je pouvais raconter aux patientes aussi comment ça se passe ou quel type de test c'est. C'est quand même une chercheuse dans l'âme. C'est une expérimente. Oui. J'ai toujours eu envie d'aller plus loin à chaque fois, hein, de découvrir, d'essayer de comprendre, même s'il n'y a rien à comprendre, mais des fois. Mais voilà, oui, c'est quelque chose qui me nourrissait, d'essayer d'avancer, Voilà, donc dans cette petite maternité où j'ai fini chef de service, donc avec des responsabilités sans avoir fait d'école de management, bon, donc ça s'est passé comme ça s'est passé, parce qu'on nous donne des responsabilités de… Voilà, moi j'étais médecin, quoi, j'étais pas… Gérer une équipe, ça s'apprend, bon, j'ai appris sur le tas, c'est pas grave. Et je m'excuse de toute voilà, l'imperfection au début, quand on n'apprend pas, ben… J'ai essayé de donner beaucoup de place justement à l'humain, cette bienveillance, des choses toutes simples, du respect du sommeil des femmes enceintes ou des femmes qui viennent d'accoucher, de ne pas les réveiller à 6 heures du matin pour leur prendre la température alors qu'on n'en a strictement rien à faire. Et je voyais cette inertie pour changer des habitudes qui étaient là depuis longtemps, toute la lourdeur administrative, voilà, vraiment la lourdeur administrative de l'hôpital. Voilà. Alors que le contact et l'accompagnement des patientes, moi, me passionnait, mais il y avait, voilà, derrière, il y avait un peu ça. Pour changer les choses, c'était difficile. Mais bon, peut-être que je n'étais pas encore bien diplomate à l'époque. J'espère que je le suis plus maintenant, mais bon, je ne sais pas. Voilà, que dire de plus Ben, pourquoi as-tu arrêté? On ne sait toujours pas. Donc en 2012. Parce que pour le moment, tu nous parles toujours de ton métier de gynéco-accoucheuse avec passion et amour. Donc, je prescrivais à mes patientes beaucoup, en plus de la contraception tout le bazar, des ordonnances. Prenez soin de vous. Juste avec ça dessus.
Et je voyais le retour que j'avais. Elle me regardait avec des yeux, d'un air de dire, mais c'est ça qu'il me faut. Et alors après, elle me disait, je vais mettre sur le frigo ou dans les toilettes ou je vais montrer à mon mari. Ça me faisait toujours rire. Et la fois d'après, enfin, souvent c'est tous les ans qu'on les voyait, elle me reparlait encore de cette ordonnance-là. Et puis à un moment, je me suis dit, ben, je vais me la prescrire à moi, cette ordonnance. Je vais prendre soin de moi. Et c'était le bordel dans ma vie personnelle. Voilà, j'étais pas satisfaite non plus de ma vie personnelle. Je me suis dit, il faut que je fasse une vraie pause dans ma vie pour prendre soin de moi. Et de quoi j'avais envie? Ben, d'aller explorer le monde, d'aller voyager. Voilà, j'avais envie d'aller voyager. Et avant cette expérience, il y a eu aussi un événement, j'en ai déjà parlé, mais qui a été très marquant et qui m'a fait dire, tu peux plus avancer sans ça. C'est plus possible d'avancer avec l'ancien régime. Au cours d'une séance chez un ostéo pour moi, je lui ai demandé de me donner les coordonnées d'une femme qui, dans la vallée où je travaillais, coupait le sang. Moi, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, hein, couper le sang. C'est juste on arrête une hémorragie. Et voilà, c'était. Et dans la maternité où je travaillais, on était assez excentrés. On avait peu de moyens techniques par rapport au gros centre. Et c'était vraiment quelque chose dont moi, je pouvais avoir besoin. Et je savais qu'elle le faisait à distance aussi. Donc, voilà, ça m'intéressait. Et j'étais sûre que l'ostéo que j'allais voir, il connaissait cette femme. Et en fait, ça ne s'est pas passé comme j'avais programmé. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas donné les coordonnées de cette femme, mais il m'a, entre guillemets, transmis ce don, alors que je ne lui demandais pas. Et j'ai reçu ça comme quelque chose de vraiment sacré. Je ne savais pas du tout quoi en faire. Et ça ne me convenait pas. Moi, je voulais le nom de la dame et il ne me l'a pas donné. Mais en fait, je suis repartie avec ça. Et rapidement, j'ai eu besoin de m'en servir, entre guillemets, en pratique, alors que j'y pensais pas du tout. Hein. On avait fait tous les protocoles standardisés, très bien faits de la médecine classique. Et voilà, j'ai fait ça de mon coin et ça a marché comme jamais ça n'avait marché mon médicament. Et là, c'était vraiment un événement concret qui m'a dit, Anso, il faut aller voir plus loin. Tu ne peux pas te contenter de ce qu'on t'a appris. Il y a autre chose. Et je me souviens donc après, tout le monde, voilà, c'était un des miracles, entre guillemets, qui n'est pas du tout un miracle, hein, qui est juste, je ne sais pas comment appeler ça, bref. En tout cas, oui, notre réveil passe par des preuves. On reste scientifique. Et donc, je crois que l'éveil des docteurs, enfin, au sens large, hein, mais quand on a été formaté par cet esprit scientifique, je trouve que chaque marche, on la valide dans notre propre expérience avec des preuves matérielles quelque part, quoi. On a besoin de ces preuves-là, hein, des preuves tangibles. C'est pas juste. Oui. Non, voilà, on a un problème là devant nous et il va se résoudre d'une autre façon que celle qu'on a apprise. Et ben, si ça marche, voilà, on peut observer. Donc là, j'observais justement qu'il y avait autre chose. Juste, c'était une observation sans aucune explication. Voilà. Donc, je suis partie voyager. Je suis allée à l'autre bout du monde, hein, comme quelqu'un qui va dans une grotte, sauf que là, c'était pas une grotte, c'était à l'air libre, dans un très très beau pays, la Nouvelle-Zélande, où j'ai repris ce contact avec la nature, avec moi-même. J'ai lu des livres de médecine traditionnelle chinoise où justement j'avais par écrit des choses qu'on ne m'avait pas apprises et qui étaient là dans les livres et qui donnaient une autre vision aussi du corps humain, avec cette vision énergétique et d'organes reliés, de tout le corps qui pouvait être, qui était vu différemment. C'était vraiment un autre regard sur le corps, enfin une autre approche du corps. C'était très intéressant. J'ai aussi découvert la spiritualité au travers des livres d'Arnaud Desjardins. Donc, moi, c'était quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Hein. La spiritualité, pour moi, ce mot n'avait aucune signification pour moi. Et maintenant, il signifie quoi pour toi? Qu'est-ce que tu veux dire par ce mot-là?
Qu'est-ce que ça signifie la spiritualité? C'est une bonne question, Caroline. Se relier à soi dans la paix de ce qui est. De ce qui est là dans l'instant. Voilà, c'est beau, c'est très beau. Hein. Se relier à soi dans la paix de ce qui est, c'est une très jolie définition. Ça arrive. J'ai aussi appris à l'époque à méditer. Hein, c'est pareil, c'est des choses, pour moi, ça n'existait pas. J'ai fait beaucoup de rencontres et cette nature aussi, hein, c'est beaucoup de moments de solitude qui m'ont vraiment ressourcée. Voilà, les éléments. Hein, donc, je n'avais pas lu encore les trucs là-dessus, mais la médecine chinoise aussi parlait des éléments, de l'eau, l'air, le feu, la terre et l'éther. Tout ça, c'est des choses que je vivais en moi. Mon ami de l'époque avait étudié la médecine traditionnelle chinoise et l'exerçait, et il l'exerçait sur moi et sur mon corps. Des fois, il piquait des points et moi, je ressentais sans avoir appris la topographie des méridiens, et je ressentais dans mon corps tous ces méridiens. Donc, c'est pareil, c'était quelque chose que je ne pouvais plus nier. Je le ressentais à travers moi. Donc, c'était là, et j'en faisais toujours rien, mais c'était là. Voilà, après, je suis revenue en France et j'ai appris à toucher. Ça, c'était aussi une étape très importante dans ma vie. À travers l'école de biodynamique, j'ai appris à toucher le corps et à être touchée de façon profonde. J'ai pu voir que ça pouvait engendrer juste un toucher du corps, des régressions avec des sorties d'émotions très très profondes, très très anciennes, des régressions qu'il était possible après de nourrir par un processus pour réparer ce traumatisme antérieur qui était dans le corps, que le corps pouvait avoir des mémoires, que le toucher pouvait être guérissant et nourrissant. Et ça, c'était quelque chose de vraiment nouveau pour moi, parce que pour moi, avant le toucher en médecine, c'était un toucher diagnostique, hein, pour aller rechercher quelque chose. Et là, c'était le toucher qui guérissait. Bon. Donc, c'était vraiment aussi très, très intéressant et cette expérience de régression aussi, pour aller chercher une information dans une régression et puis la transformer. J'observais encore une fois juste comment ça marchait. J'ai aussi découvert le mouvement à travers la danse biodynamique, ou le mouvement du corps qui peut, Dominique Pioche appelle ça être dansé. C'est un mouvement qui vient de l'intérieur. C'est plus une danse mécanique avec des mouvements imposés. Alors, au début, elle nous disait, vous regardez l'arbre et vous dansez l'arbre. Moi, je ne sais pas danser l'arbre. et donc, c'est venu petit à petit. Au début, danser un arbre, c'est quelque chose c'est juste pas possible. Maintenant, ça me paraît quelque chose de tout à fait naturel, mais à l'époque, non mais attends, où est-ce qu'on est là? Danser l'arbre? Non, c'est un arbre, je suis moi, ce n'est pas la même chose. Et de ressentir encore une fois dans ce corps le mouvement. Au début, il n'y a pas de mouvement. Hein. Je me souviens avoir passé des musiques allongées par terre à pas bouger, et puis se laisser pénétrer par le son et pouvoir bouger son corps en fonction du son, et que ce mouvement vienne de l'intérieur. Et ça, je crois que ça a été aussi très, très important, le toucher et le mouvement de l'intérieur. Voilà. Spirituel, non. Je ne sais pas. Ne mélangeons pas les mots. Voilà. Après, il y a eu quelques événements aussi dans ma vie avec des proches, des personnes qui m'étaient très, très proches, qui ont eu des accidents, qui étaient des accidents importants. Et ça ne s'est pas passé comme les protocoles ou comme les statistiques ils auraient dû. Voilà. Donc, c'est pareil, c'est des choses. Je ne sais pas, j'ai des difficultés à qualifier qu'est-ce qui s'est passé, mais ces personnes sont encore là à mes côtés. Et voilà,
ce passage entre la vie et la mort qui est un fil, hein, et il y a un passage entre les deux, où il y a un endroit entre les deux où c'est possible d'avoir une action. Enfin, je sais pas, voilà. Oui, je souris parce que ça me parle ce que tu dis, moi, quand j'étais vétérinaire. C'est l'expérience vient bousculer nos certitudes mentales apprises par nos statistiques, quoi. Et quand on est un peu chercheur, on dit, mais moi j'ai eu l'impression d'avoir été trahi, d'avoir été leurrée, en fait. Parce que à un moment, parce que au tout départ, quoi, parce que j'étais convaincue, tu vois, de ce qu'on m'avait inculqué quelque part, la vérité, avant de découvrir que la vérité, bien sûr, n'est pas de ce monde et puis plein d'autres. Mais il y a un moment, ça a été un deuil à faire, quoi, de dire, mais en fait, je ne sais rien. Et ce qu'on m'a appris, je peux pas m'appuyer dessus parce que ça marche pas comme ça dans la vraie vie, quoi. Je suis d'accord avec ce que tu dis, cette notion de deuil, au fur et à mesure que j'avançais, il y avait, et puis la rencontre avec Aziz dont je vais parler, il fallait ne pas juger notre passé aussi, parce que moi ce que j'ai fait en tant que gynécologue, je l'ai fait vraiment avec mon cœur et en pensant avec ce que je savais à l'époque et ce qu'on m'avait appris, vraiment soigner les patients du mieux que je pouvais, hein, sachant que l'humain, on fait tous des erreurs et que voilà, on faut toujours faire du mieux qu'on peut. Les accords Toltec, c'est ça, hein, c'est toujours de ton mieux. Et c'est vrai qu'avec cette ouverture d'esprit, de repasser, je dis, oh là là, mais à l'époque, je faisais ça, c'était peut-être pas le meilleur. Si à l'époque, c'était le meilleur avec les connaissances que j'avais et avec ce que je savais. Mais par contre, maintenant que l'ouverture s'est faite et que je sais d'autres choses, revenir en arrière, là oui, ce serait trahir ce que l'on connaît et trahir ce que l'on a reçu comme information et comme connaissance. Donc, je reviendrai après. C'est pour ça que je ne suis pas retournée comme avant. Donc, après ces expériences, j'ai fait une rencontre d'un très très grand homme, d'un professeur de médecine, et j'adore l'appeler un génie de notre temps parce que c'est vraiment comme ça que je le qualifierais, hein, Aziz El Amrani, là où on s'est rencontrés. Et alors là, ça a été un énorme soulagement parce qu'il expliquait de façon scientifique. Et ça, c'était très très important pour moi, que ce soit quelque chose de scientifique, parce que mon esprit cartésien ne pouvait pas se contenter d'explications aléatoires ou métaphysiques ou ésotériques. C'était pas assez rationnel pour moi. Et Aziz permet de replacer la physiologie du corps humain au niveau cellulaire, au niveau du fonctionnement physiologique du corps humain, avec les dernières découvertes de l'épigénétique, bon, ça c'est, et de la physique quantique et de l'astrophysique. Et c'est vraiment les données récentes scientifiques qu'il corrèle à la physiologie du corps humain qui fait que tout ce que j'avais vécu, ça avait un sens et surtout ça avait une unité. C'est-à-dire que l'ostéopathie, la biodynamique, la médecine traditionnelle chinoise n'étaient pas des éléments séparés, c'était tout relié par son approche, l'approche qu'il nous transmet, l'approche dynamique matricielle. Ça expliquait tout, y compris la médecine conventionnelle. Et ça a été vraiment un énorme soulagement de me dire, enfin, j'ai un modèle scientifique qui réunit tout. Alors, forte de cet enseignement qui a besoin d'un temps d'intégration. Hein. C'est quand il nous transmet l'enseignement, c'est des informations qui sont très profondes, et que moi j'ai eu besoin d'un temps d'intégration pour faire de ces informations, pour vérifier ces informations à travers mon corps. Hein. C'est pas il n'y avait personne qui allait me dire la vérité c'est ça, et Aziz ne dit pas qu'il a la vérité, hein. Il nous fait une ouverture, il nous amène à une ouverture sur nous-mêmes pour pouvoir vérifier par nous-mêmes les données scientifiques qu'il nous donne.
Et ça, c'est le seul que j'ai rencontré pour l'instant qui m'a permis de faire ça. Hein, j'avais des informations que maintenant je pouvais aller vérifier et ça me permettait de comprendre ce qui se passait autour de moi et les événements un peu miraculeux ou autres que je vivais. Donc j'ai continué mon voyage et je suis allée en Himalaya où alors là ça a été une fois que j'avais reçu cet enseignement, j'ai pu lâcher des choses et, aller plus loin sans avoir peur de marcher sur des œufs et sans me dire oulala, mais c'est quoi ces trucs. Et mes rencontres, mes partages, hein, il y a beaucoup d'échanges là-bas. C'est un peuple qui est très ouvert, qui est très très proche de la nature aussi, qui est pauvre, donc qui n'est pas trop corrompu par l'argent encore, et vraiment un peuple très très simple, très beau, très très pur. La nature aussi là-bas est très très riche. Et au cours de mes échanges, je me suis aperçue que je pouvais, dans le massage, pratiquer aussi des techniques d'ostéopathie. C'était ça. Je me rappelle, après une séance de yoga, enfin d'acro-yoga avec justement un ostéo, où après on s'étire. Il avait mal à la hanche depuis 10 ans et il me dit oh là, personne ne peut toucher à ma hanche. Moi, juste dans un étirement, paf, je lui ai remis sa hanche comme ça, là, sans avoir étudié de livres, ni de. Je me suis dit, oulala, il faut peut-être. Donc après, je suis allée voir un petit peu les livres d'ostéo pour pas faire n'importe quoi, enfin, pour savoir. Et c'était. Après, il y a eu aussi, je me rappelle, on faisait des cercles à la lune, là, des cercles de femmes où on invitait les hommes aussi. Et à un moment, on se mettait la main sur le cœur l'une de l'autre en se regardant. Et là, il y a une femme qui est tombée dans les pommes devant moi. Et je me suis dit, oulala, mais il y a un truc, ah, mais c'est peut-être de l'hypnose. Bon, donc je suis allée lire après les techniques d'hypnose pour qu'est-ce qui se passe dans l'hypnose, toutes ces choses qui m'étaient encore inconnues, mais et ça m'a ouvert, la pratique m'a ouvert vraiment à toutes ces médecines complémentaires qu'on peut utiliser pour soulager le corps. J'observais aussi que pendant mes massages, il y avait des mouvements des yeux, sous les yeux fermés, et tiens, le MDR, c'est un peu ça. Donc, pareil, je suis allée lire pour savoir qu'est-ce que c'était ça et qu'est-ce que ça pouvait faire, qu'est-ce que ça pouvait engendrer, qu'est-ce qu'on allait remuer ou comment ça marchait, toutes ces médecines complémentaires. Et à chaque fois, j'avais l'unité de l'enseignement d'Aziz El-Amrani pour me dire, c'est juste, ça s'explique au niveau quantique, tout ça. C'est relié aux soins, au corps, tout ça, c'est relié. Et ça, c'était important aussi pour moi. Pour t'avoir rencontré à Agadir et avoir expérimenté, je dirais, ton toucher, moi, ce que j'ai envie de vraiment partager à nos auditeurs, c'est que chacun a un canal de prédilection pour transmettre, en fait, un talent particulier qui provient de la source, mais qu'on est venu offrir au monde. Et toi, tu as cette capacité de toucher les corps en conscience et de savoir intuitivement et parfaitement où tu dois poser tes mains, comment tu dois les poser. Et moi, je te trouve vraiment incroyable, quoi. Enfin, tu passes t'es passé derrière moi et tu as appuyé sur un point particulièrement douloureux ça s'est arrêté très rapidement, et je t'ai vu faire vraiment parfois dans la douceur, parfois un peu plus dans une profondeur, on va dire, du toucher. Mais à chaque fois, les résultats sont assez époustouflants. Toi, c'est ton canal, quoi. Tu sais par le toucher ce qui doit être mis en place pour que l'être soit reconnu par la personne, par ce corps, en fait, quoi. Je ne sais pas si je sais, mais je sens. Je sens. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque corps est différent et chaque moment est différent. Donc, le corps, il demande d'être touché d'une telle façon à tel moment de sa vie, et puis une heure plus tard, ce ne sera pas pareil. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ça fait du bien, tant mieux. Ça s'explique au niveau quantique, pourquoi ça fait du bien. Mais
le but du jeu, c'est que le corps soit apaisé. Et l'enseignement d'Aziz m'a donné des clés très, très importantes aussi. C'est quelque chose de simple comme quoi la matière est à la fois onde et particule. Donc, une zone condensée dans le corps, elle peut se décondenser en devenant onde. Donc, ça s'explique. Hein, quand il y a une douleur ou sur le corps, un endroit qui est, oui, qui est condensé, on sent que c'est un petit peu plus dur, ou peu importe que ce soit le muscle, le fascia pour moi. Hein, j'ai pas besoin de savoir ni comment s'appelle ce muscle. Je sens qu'il y a une condensation et ben, utiliser les propriétés quantiques du corps de la matière, hein, qui peut être condensée ou onde, voilà, et ça disparaît, ça recircule, cet élan vital recircule, ben, tant mieux. Des points clés aussi dans l'enseignement d'Aziz, c'est nos différents états de conscience. Hein, on ne vit pas seulement le sommeil, l'éveil et le rêve, mais il y a des états qu'on peut appeler la présence, où il y a l'observateur. Hein, on n'est pas que ce corps. Et tous ces états de conscience qui sont des états d'apaisement et qu'on appelle de reliance, hein, que toi tu peux appeler au moment où on est canal, mais moi ça ne veut rien dire, on est tous canal. Enfin, si on est apaisé, si notre âme est apaisée, on est relié. Et de savoir que ces états de conscience sont des états physiologiques normaux pour notre cerveau, que c'est d'autres cellules qui s'activent à ce moment-là dans le cerveau quand les pensées, le moi, l'ego, le mental se mettent au repos. Hop, c'est ces cellules qui prennent le relais, et il y en a 10 fois plus que les neurones. Et ben, le fait que ça soit physiologique dans notre cerveau, constitutionnel, ben, ça le rend facile et accessible à tout le monde, juste par l'envie d'arrêter ces pensées qui sont tout le temps en train de tourner dans la tête. Et là, ça ouvre ce champ. Et c'est possible pour tout le monde, c'est ça qui est merveilleux. Hein, c'est pas, il faut pas, faut juste le vouloir. Et ça demande un petit effort ou une vigilance de chaque instant, dans chaque difficulté, sachant que quand on vit un événement difficile ou quand on est dans la souffrance, c'est le mental, avec tout notre passé, tous les dogmes du passé qui reviennent. Et puis quand on ne veut pas voir ça, ben, ça se condense encore plus, ça fait des maladies. Et c'est quelque chose de simple, mais il faut une seule chose, c'est l'envie de faire autrement. Et ça, c'est difficile parce que le changement fait toujours peur. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, comment tu pratiques? Alors, aujourd'hui, comment je pratique? Aujourd'hui, je pratique. Donc, j'ai laissé mon bistouri et les médicaments. C'est fini. J'ai essayé de refaire le lien parce que je trouvais intéressant le fait d'être médecin, de pouvoir utiliser aussi ça comme et pour l'introduire dans le milieu hospitalier. Moi, j'ai toujours travaillé que dans les maternités. J'ai essayé de revenir dans la maternité où je travaillais. C'est beaucoup trop fermé encore. Hein. C'est pas. Il fallait que je rentre encore dans les protocoles, dans les cotations, c'était pas possible, donc j'ai essayé, mais pour l'instant, c'est pas possible. Donc, du coup, j'ai créé une auto-entreprise pour me permettre de travailler à mon compte et de façon autonome. Et j'accompagne les gens qui le souhaitent à travers le corps et la conscience pour les aider à avoir plus de fluidité dans leur vie, dans leur corps. Hein. Donc, j'ai plus aucun protocole. Les séances, elles durent 1 heure, 2 heures. Je ne sais jamais ce qui va se passer et je ne sais jamais non plus quelle technique je vais utiliser, enfin technique entre guillemets, si c'est de l'ostéo, si c'est des mots, si c'est de MDR, si c'est de la médecine chinoise. Souvent, il y a une combinaison de tout ça. On peut faire de l'acro-yoga aussi qui marche super bien. Ça dépend de la demande de la personne qui vient me voir. Et par contre, tu n'es plus, on va dire, spécialisée, ou est-ce que tu t'occupes encore des femmes enceintes? Est-ce que tu aurais envie d'être doula, comme on dit ou... Je me suis renseignée pour ça aussi, parce qu'au début, quand les doulas n'ont pas le droit de toucher, elles n'ont pas le droit de rien faire. Ah oui.
Donc, non, moi je n'ai plus aucun titre. Je fais des séances matricielles. Ça ne peut pas s'inscrire dans aucune norme, aucune. Donc, je suis vraiment en freelance et je fais vraiment. Euh, et c'est pour tout le monde. C'est aussi bien les enfants. Les femmes enceintes, je suis en pratique peu de femmes enceintes, parce qu'il y a les sages-femmes qui font déjà ça très très bien au niveau physiologique. Il y a beaucoup d'ouverture là-dessus vis-à-vis des sages-femmes pour être le moins iatrogène possible. Donc je pense qu'il y a déjà un réseau qui se fait. Moi, je reçois les hommes, les femmes, les enfants, les couples aussi. J'ai reçu des couples, c'était très très beau, des couples avec des difficultés temporaires là, et pour refaire un lien, une écoute de chacun et à travers le corps et les mots. C'est très très beaux accompagnements. Je suis ouverte à tout et voilà, j'ai plus de spécialité à part l'humain. Et l'être. Et d'être. C'est ça. Comme, enfin, voilà, comme moi et comme beaucoup, on est passé du faire à l'être. Et donc, et on se laisse imprégner de cette présence, et c'est elle qui œuvre à travers nous, chacun avec ce que nous sommes dans cette incarnation. Du faire à l'or. Donc, si les personnes souhaitent venir vers toi, comment peuvent-elles te rencontrer? Par mail, je pense que c'est bien que peut-être tu peux mettre mon mail avec la vidéo. Voilà, un premier contact par mail, et après, soit moi je suis près d'Amiens, près de Chambéry, dans les Alpes, donc soit faire des séances physiques. Hein, je pense pour moi c'est vraiment le plus efficace, il faut un toucher. Après, si des personnes qui sont loin et qui ont envie une séance à distance, ça peut se faire par Skype ou par téléphone aussi. Mais sachant que d'expérience, pour mon expérience, c'est toujours beaucoup plus profond et beaucoup plus confrontant qu'une présence physique, au moins une fois. Voilà, Caroline, j'espère que j'ai répondu à tes questions ou tes interrogations sur voilà. Ah, c'est surtout que moi je suis ravie de ces partages. Parce qu'on a besoin, je crois, enfin, dans cette période où l'humanité s'éveille, on a besoin que ce soit partagé, et partagé aussi par des personnes qui ne viennent pas d'un référentiel spirituel, encore moins d'un référentiel religieux, mais où, en fait, cet éveil à l'intangible, cet éveil au subtil, il passe par une expérience profonde dans nos corps. Et donc, ensuite, on le vibre, puisque on ne peut absolument pas, c'est pas une croyance, c'est pas de la foi, ce sont des preuves, en fait, qui est exactement comme ce qu'on nous avait appris avant, quoi. On s'est prouvé à nous-mêmes tout ce qu'on dit d'abord. Et moi, j'ai eu besoin de deux choses, en effet, de vivre toutes ces expériences à travers mon corps, mais aussi d'un exemple, enfin, d'une personne qui incarnait ça. Et je crois que Aziz a été vraiment une personne très très importante parce que tout ce qu'il nous transmet, ne rien rejeter, ne rien juger, il l'incarne. C'est pas seulement des mots. Et pour moi, ça a été très très important d'avoir cet exemple. Vraiment, parce que lire des livres, c'était intéressant, mais j'avais un humain vivant, enfin une personne vivante qui le vivait lui-même. Tout ce qu'il nous transmettait, ça venait de lui. C'était une expérience vécue. Et vraiment, ça a été très, très important pour moi. Donc, je me dis aussi que moi, en tant que médecin très, très cartésienne et scientifique de base, si j'ai fait ce chemin, bah, c'est possible. Et, voilà. Et voilà, juste, c'est possible. C'est possible. Et c'est tellement épanouissant, c'est tellement une renaissance. Une renaissance, ou plutôt la naissance à quelque chose d'autre et de plus vaste et d'apaisant et qui a du sens. Hein, c'est plus
ma vie maintenant, elle est toujours aussi, aussi pleine de choses euh, riches, mais avec un sens profond, avec une unité une constante qui est là et qui guide chacun de toutes les choses que je fais. Et ça, c'est waouh. Ouais. Inestimable, voilà, inestimable. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci Caroline, merci à toi et merci à tous de nous avoir suivis.